Bonsoir à tous. Nous allons faire une plongée dans le monde des psychopathes. Mesdames, messieurs, ça fait une semaine que l'Europe est hystérique suite à la rencontre entre Trump et Zelensky qui a viré au fiasco, mais on n'a pas dit pour qui. Et en fait, c'est surtout les Européens qui ont été humiliés dans cette affaire, et on va voir pourquoi. Tout est donc parti de cette rencontre qui faisait suite à un cycle de rencontres où Trump avait rencontré Macron et Stammer, justement pour préparer la défaite de l'Occident en Ukraine. Et Macron et Stammer, qui, en tant que dignes représentants des couillons d'Européens, essayaient de faire en sorte qu'ils sauvent la face dans cette débâcle, et qu'au moins il y ait des apparences de victoire sur la Russie, au moins que la Russie ne fasse pas une victoire complète. Et donc, il y avait eu cette rencontre avec Macron, qui avait déjà essayé d'obtenir des garanties et des trucs, ça n'avait pas fonctionné. Il y avait eu une rencontre ensuite avec Stammer, le Premier ministre britannique, où on a surtout retenu la question de Trump. Quand Stammer l'incitait à muscler un peu le jeu face à la Russie, il a dit « Mais vous voulez aller combattre contre les Russes? Vous avez les moyens de combattre la Russie ?» Et en fait, il n'a même pas répondu, tout le monde a rigolé, et ça s'est arrêté là. Donc tout le monde a besoin des États-Unis. En fait, l'arbitre, c'est les Américains, c'est pas les Européens. On va voir un petit peu pourquoi, et puis c'est une des raisons pour lesquelles il chiale. Et Zelensky arrivait dans la foulée, sur fond de signature d'accord sur une exploitation conjointe des ressources minières de l'Ukraine. On en avait un petit peu parlé dans la précédente vidéo. Et puis il devait signer un cessez-le-feu, ça devait être le préalable, un début de négociation sur la paix. Mais en échange, Zelensky réclamait des garanties sur la sécurité pour que Poutine ou les Russes ne réenvahissent pas l'Ukraine dans les années qui viennent. Donc pour ça, il suffit simplement d'arrêter de foutre le bordel en Ukraine et de provoquer les Russes, mais ça c'est un autre sujet. Et Trump ne voulait pas entendre parler de ces histoires de garanties de sécurité, puisque l'un des préalables aux négociations avec les Russes, c'est justement de refuser l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Et donc, s'il y a un parapluie militaire américain ou un truc dans ce genre, ça va pas plaire aux Russes. Les Russes veulent un territoire indépendant entre eux et l'OTAN, indépendant sur le plan militaire, qui n'accueille pas des troupes de l'OTAN ou quelque matériel que ce soit. Donc Zelensky exige quelque chose qui est un petit peu compliqué à obtenir, faudra voir, il faudra qu'il arrondisse un peu les angles. Mais voilà, et donc Trump ne voulait pas signer, ne voulait pas accorder de garantie de sécurité, et en plus de ça, il semble considérer qu'avant tout, l'accord sur les ressources est un remboursement pour le soutien américain de ces 3 dernières années. On vous a mis dans la merde maintenant, il faut nous rembourser. C'est vraiment pas très sympa. Donc en l'état actuel des choses, en fait, Zelensky doit de l'argent aux États-Unis avant de réclamer quoi que ce soit, donc il va payer. Et puis, vu la situation de son pays, il doit plus ou moins fermer sa gueule. Et c'est là que la réunion a tourné court, puisque déjà Zelensky a été reçu comme un malpropre dès l'entrée à la Maison-Blanche. Tu vois Trump sur le perron qui l'affiche à la caméra en disant « Je vois qu'il est venu sur son 31 ». Il n'a pas mis de costume. Ce sera le grand drame d'ailleurs de cette rencontre. Je crois que c'est à partir de là que c'est un peu dégénéré. Parce qu'après, il y a eu cette conférence de presse pendant 40 minutes. Et c'est justement une des questions sur le costume qui a commencé à faire déraper les choses. Et on voit aussi pendant cette conférence de presse que Trump va monopoliser la parole. Et il va surtout s'adresser aux Américains, en fait. Il va complètement mentir sur le financement des Américains en Ukraine par rapport au soutien des Européens, les fameux « nous, on a déversé 350 milliards de dollars, etc. » C'est du flan. Et en fait, il voulait aussi se présenter comme un faiseur de paix. Il a eu sa question téléguidée par un proche qui lui demandait « Est-ce que vous voulez qu'on garde de vous l'idée d'être un pacifiste, etc. » Oui, je veux être un faiseur de paix. Donc en fait, il veut essayer de se donner le beau rôle à lui-même et aux USA. On vous a beaucoup soutenu, maintenant il faut vous protéger, il faut négocier la paix, et on va vous aider pour ça, mais vous fermez un peu votre gueule, quoi. En gros, c'est ça. Et c'est quand même assez fort de café, parce que c'est les USA qui sont à l'origine de cette guerre, qu'ils en ont tiré tous les bénéfices diplomatiques, financiers, en termes de ressources, en termes d'influence aussi en Europe, on en parlera de ça. Et puis ils viennent à la fin, à la faveur d'un changement de président. Trump dit moi j'ai rien à voir avec ça, je m'en lave les mains, je suis au courant de rien. Et il a aucune vergogne, il a signé une défaite en bonne et due forme. Il a transformé ça en fait en victoire pour les États-Unis. Et voilà, c'est les mondialistes, c'est pas les USA. Voilà, c'est pas le même camp, c'est le même pays. Donc ils ont tiré le maximum d'avantages de l'Ukraine, de la guerre, de la situation, etc. Et à la fin, ils tirent tous les avantages de la paix, grâce à un changement de président et avec un mec qui
qui se sent libre et pas engagé politiquement avec cette histoire, ce qui n'est pas le cas de notre glorieuse classe politique qui est en émoi, qui a misé beaucoup sur le soutien à l'Ukraine. C'est la défense de l'Europe, des valeurs, de la République, de tout un tas de conneries. On a mis beaucoup de pognon, et ils vont passer pour des gros cons si maintenant ils signent un traité de paix avec la Russie, si en plus ils sont même pas aux négociations, hein, parce que on n'est pas en guerre contre la Russie. On a simplement donné des armes, etc. C'est à l'Ukraine de décider d'un cessez-le-feu, d'une trêve ou de ce qu'elle veut faire, dans la limite de ses moyens. Et il se trouve que les Américains ont coupé les vivres et les couillons d'Européens ne sont pas capables de suivre. Donc, on va à la table des négociations. Dans un moment où les Russes sont en situation de force, mais de toute façon, chaque jour qui passe, ils sont de plus en plus en situation de force. Donc, il y a un moment où il faut arrêter les frais. Et tout ça va se dérouler sans les couillons d'Européens, qui sont complètement squeezés du jeu, ils dégagent. Ils ont donné le maximum d'argent, ils se sont impliqués, ils ont foutu en l'air leur économie, et ils n'auront rien, voilà. Hein. Et ils vont juste passer pour des gros cons. Et l'Ukraine va donc faire une paix avec la Russie, qui est en fait qui signera une victoire de la Russie. Précisément celle qu'on comptait éviter. Zelensky humilié, toute la classe politique pleurniche. François Bayrou a jugé que le président ukrainien était l'honneur de l'Europe en refusant de plier devant son homologue américain. On verra comment tout ça a fini à la fin de la vidéo. Il nous reste à décider ce que nous, Européens, nous voulons être. L'Ukraine n'a pas été battue, elle a été trahie pour Édouard Philippe. La France et l'Europe doivent être aux côtés de l'Ukraine, c'est notre avenir qui est en jeu, carrément. Hollande aussi qui a pété une durite, qui parle d'une scène obscène de télé-réalité. Il faut décider d'un nouveau plan d'aide pour l'Ukraine. Si Donald Trump, dans le bureau ovale, parlait, c'est Vladimir Poutine qui était son souffleur. On a Bernard Cazeneuve qui est sorti de la naphtaline pour nous expliquer que Zelensky a trouvé l'invective et les vérités alternatives, l'abandon et la trahison dans le bureau ovale. Ça chiale fort, hein, quand même. Et on va devoir assumer tout seul notre sécurité et l'aide à la résistance ukrainienne. Gabriel Attal aussi, qui allait de son petit commentaire, les États-Unis ont perdu le droit de se revendiquer comme leader du monde libre. Vous voyez, ces gens vivent encore à l'époque de l'URSS. Il est pourtant pas vieux, hein. On est de la même génération, là, Attal, mais il parle comme un vieux. Des brutes à la solde de Poutine. L'Europe doit se réveiller, elle est seule. Mélenchon a trouvé évidemment le moyen de faire le lien avec l'Amérique du Sud, parce que pourquoi pas. La Maison-Blanche a parlé comme le Kremlin. Pécresse qui nous dit le président Trump ne réussira pas à instaurer une paix durable en humiliant l'Ukraine et en oubliant qu'elle ne fait que se défendre contre l'impérialisme de Poutine. Parce que Pécresse, elle a l'intention d'aller défendre l'Ukraine avec ses petits bras. Elle va faire une cagnotte, encore une fois. Et puis on apprend en bas, je crois, voilà, que Trump fait pression sur Zelensky, lui menace de ne plus soutenir l'Ukraine s'il ne fait pas de concession à la Russie. Donc les façons de négocier à la Trump. Et donc ça chiale fort. Et là, on part en couille, en fait. On part complètement en couille. Et on commence avec la propagande, parce qu'il va falloir mobiliser les couillons d'Européens, les petits larbins, pour aller faire la guerre contre la Russie, mobiliser l'épargne et tout ce qui s'ensuit. La troisième guerre mondiale. Les mots ont été prononcés par Donald Trump. Est-ce qu'il y a de quoi avoir peur ? C'est pas la première fois que Donald Trump évoque. Alors, c'est drôle, parce que il les a évoqués justement en prétendant l'éviter. Il a accusé Zelensky de vouloir provoquer la Troisième Guerre mondiale. Et ces mots, est-ce que on aurait préféré que cette conférence de presse se passe différemment ? La réponse est oui. Est-ce que nous voyons dans Volodymyr Zelensky un immense résistant, un héros ? La réponse est oui. Est-ce que notre rôle, c'est de faire des réquisitoires ou des leçons de morale ? Non. Il ne s'agit ni de réquisitoires ni de leçons de morale. Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous dites aux Françaises et aux Français qui étaient tétanisés devant leur télévision vendredi soir ? Est-ce qu'il y a une... Vous étiez tétanisés, vous ? Et donc là, c'est le projet peur. La Troisième Guerre mondiale, les gens sont tétanisés. Est-ce qu'il y a une menace ? Menace, oui ou non ? Bien sûr, jamais le risque d'une guerre sur le continent européen, dans l'Union européenne, n'a été aussi élevé parce que depuis bientôt 15 ans, la menace ne cesse de se rapprocher de nous. La ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous. Et c'est pourquoi la France, le président de la République, dit depuis 7 ans maintenant que nous devons relever notre défense pour dissuader la menace. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ce à quoi nous avons assisté hier à Londres, c'est le réveil de toute une partie des Européens qui refusaient de voir la réalité des choses. Oui, bon, ça fait 3 ans quand même. Hein. Et puis avant ça, ils avaient foutu le bordel depuis 2014. Ils comptaient aller éclater les Russes depuis un petit moment. Et puis finalement, les Russes,
Bah, ils se sont armés, ils se sont préparés, puis c'est eux qui ont agi en premier. Donc là, on agite la menace de la troisième guerre, le front avance, c'est très grave. Nous sommes tétanisés. On a ici cette première ministre danoise, justement. Alors, elle aussi, elle est très comique. I don't think we should panic, but I think we are in a hurry. Alors, on n'a pas besoin de paniquer, mais c'est l'urgence. Et au bout de 3 ans, c'est un peu l'urgence. And I think we have been in a hurry for 3 years, but Ah voilà, prise de conscience, on est en urgence depuis 3 ans, mais là, c'est le moment de passer la seconde, accélérer. Bah, vous foutez quoi, en fait, depuis... Ça, c'est toujours le même laïus. Au moment du déclenchement de la guerre, on nous expliquait que ça allait être l'occasion de faire l'Europe de la défense et que Poutine avait vraiment très mal joué son jeu parce que grâce à lui, les Européens sont plus soudés que jamais et qu'on allait s'orienter vers ce qu'on n'arrivait pas à faire jusqu'à maintenant, la fameuse Europe de la défense. Maintenant, c'est pas encore le moment de paniquer, mais ça fait 3 ans que c'est l'urgence et qu'on n'a rien branlé, quoi. now we really have to scale up and to speed up because Russia and Putin is not only threatening Ukraine, but all of us. Toutes les lignes, il y a un mot de propagande. Hein. Poutine, toujours cette personnalisation du conflit, menace pas seulement l'Ukraine, mais tout le monde. Avec 100 millions de personnes, il va envahir toute la planète. Bon, c'est toujours un peu la grande schizophrénie. Il a du mal à envahir l'Ukraine, il a du mal à avancer. On nous disait qu'il avait 3 cancers, le sida, une scoliose. Il était à l'Arctique de la mort, que l'armée russe utilisait des puces de lave-linge et mobilisait des soldats parce que plus personne voulait, des prisonniers, parce que plus personne voulait y aller, bref. Mais maintenant, la ligne de front avance et puis il va tous nous envahir. Bon, c'était bien la peine de faire l'Europe pour faire le poids. On voit où on en est, quoi. Donc là, on n'est pas encore on n'est pas encore dans la panique, c'est l'urgence. Et il répète, Poutine va tous nous envahir. Le mec a toujours dit que c'était pas son objectif, il en a rien à foutre, il a pas envie de gérer nos pays de cons, il a sûrement autre chose à faire, et puis il a assez de territoire. Il faut bien justifier la psychose. Parce que si on dit aux gens que Poutine veut juste maintenant sécuriser ce qu'il a conquis et rester dans son coin, bah, il n'y a plus de sujet. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de milliards à investir dans la défense. Il n'y a plus de justification. Donc on s'invente une vie, on s'invente un méchant. And we have to be able to defend ourselves. My idea about Ukraine is the same as it has been now for 3 years, that they have to win. Voilà, elle a la même idée depuis 3 ans, donc ça n'a pas marché. Et il faut qu'il gagne la guerre. C'est l'idée que j'ai à propos de l'Ukraine, c'est tout. Il faut qu'il gagne la guerre. And if we allow Russia to win the war, I'm sorry to say it directly to all of you, he will continue and they will Donc si on lui permet de gagner la guerre, il va continuer. continue. And maybe we will even give them a better situation than today, because if we end this war now with some kind of a frozen conflict, a ceasefire. Voilà, et on pourrait avoir une meilleure situation plus tard que maintenant, parce que si on gèle le conflit, si on fait un cessez-le-feu, la Russie va avoir la possibilité de retourner en Russie, de mobiliser des fonds, des sous, des nouvelles troupes, et d'attaquer un autre pays en Europe. Donc faut pas faire de cessez-le-feu, faut pas geler le conflit, faut pas signer la paix maintenant, parce que la Russie étant en position de force, qu'est-ce qui l'empêchera demain d'envahir un autre pays? Je sais pas, peut-être un truc qui s'appelle l'OTAN, peut-être un truc qui s'appelle la dissuasion nucléaire, parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, c'est justement pour ça qu'il a pu l'envahir. Je suis pas sûr aussi que la Russie ait envie d'annexer des pays qui ne veulent pas d'elle. Déjà, tous les pays baltes, la Pologne, tous les pays en fait de l'ex-URSS sont allergiques à la Russie. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont complètement hystériques au sein de l'Union européenne et militent pour la guerre. Ça demanderait une énergie colossale d'annexer ces pays pour en faire quoi à la fin? On n'est plus au XXe siècle. La puissance d'un pays, c'est pas le nombre de consommateurs et la surface du territoire. Hein. C'est terminé, ça. La Suisse est un grand pays, la Norvège est une grande économie, Singapour est une grande économie. C'est pas des grands pays. La richesse, ça vient d'autre chose. Hein. Mais bon, tous ces gens ont une mentalité qui périmée depuis plus d'un siècle. Et puis ils essayent de construire l'Europe sur la base de mensonges et de foutaises. Donc on avait ici le résumé, la paix en Ukraine est plus dangereuse que de continuer la guerre. Voilà donc la logique de ces gens. Donc ils déroulent toujours un peu les mêmes axes de propagande. C'est la Russie qui a commencé la guerre le 24 février 2022. Il s'est rien passé avant. L'histoire n'existe pas avant. Il s'est levé un matin, il était mal luné, il avait des chars un peu qui rouillaient, il savait pas trop quoi en foutre. Il s'ennuyait. Il a décidé d'aller jouer aux petits soldats. Deuxièmement, il y a une personnification du conflit autour de Poutine, le Kremlin, voilà. C'est le nouvel Hitler. Il faut un méchant. Il faut surtout pas s'intéresser aux pays, aux enjeux des uns et des autres, aux histoires. C'est Poutine qui est méchant. Voilà. Fin.
La paix permettra à la Russie de préparer la nouvelle guerre. Donc il ne faut pas la paix, il faut la guerre, pour éviter la guerre. Une guerre que les Ukrainiens sont en train de perdre. Chaque jour qui passe, ils perdent du terrain. Maintenant que les Américains vont plus fournir de matériel et de financement, ça va être pire. Il n'y a plus de viande sur le terrain, justement. Mais il faut continuer pour empêcher Poutine de gagner. C'est justement, en fait, c'est idiot d'ailleurs, hein, comme réflexion, parce que en plus, ça va que dans un sens, ce qu'elle dit, la Danoise. Les Russes vont pouvoir mobiliser plus de gens et revenir plus forts. C'est pas le cas pour les Ukrainiens. C'est pas le cas pour les Européens. S'il y a un cessez-le-feu, ça profite à l'Ukraine, qui est en difficulté. Au contraire, la continuation de la guerre profite à la Russie, puisqu'il est en position de force sur le terrain. Donc on aurait tout intérêt à geler le conflit, renforcer l'Ukraine, reprendre le conflit. Dans leur logique. Hein. Donc ils racontent n'importe quoi, c'est complètement stupide. Mais bon, c'est européen, faut pas chercher. Et puis de toute façon, toute personne qui remet en cause ce narratif occidental zinzoulibar est bien sûr un agent de Poutine. Vous avez pu voir hein, dans les réactions ce que disait Hollande. Hein. Poutine était le souffleur de Trump. La Maison-Blanche a parlé comme le Kremlin. Donc voilà les grands axes de propagande. Si vous voulez savoir un petit peu comment on en est arrivé là, si vous voulez savoir ce qui s'est passé déjà avant le conflit et puis ensuite, hein, après le déclenchement de la guerre, je vous invite comme d'habitude à aller voir cette formidable playlist qui est disponible sur la chaîne Russie-Ukraine 2022. Il y a cette vidéo justement sur les origines du conflit qui est un petit peu ressortie sur YouTube ces derniers temps, ce qui fait un peu plaisir. Vous avez la version normale puis une version non censurée parce que ça ne plaisait pas, visiblement. Et puis vous pouvez revenir sur toutes ces merveilleuses informations. Pourquoi la Russie n'est pas isolée du monde, l'échec des sanctions, et bien sûr le suicide organisé de l'Union européenne, qui reste à mon avis ce que j'ai fait de mieux sur cette chaîne depuis le début. Voilà, une série en 5 épisodes, où vous avez toute l'histoire des sanctions, du suicide économique de l'Union européenne, qui a foutu en l'air ses propres approvisionnements énergétiques. Donc là, ils ont décidé d'aller encore plus loin. Ça leur a pas servi de leçon. Alors on continue dans la propagande, puisque notre classe politique est très mécontente de la situation, et qu'on commence à faire peur aux Français pour mobiliser leur épargne, leur viande, etc., eh bien, on commence à sortir les sondages pour expliquer ce que les gens doivent penser. 3 Français sur 4 pensent que les États-Unis ne sont plus un allié de la France. Sondage Elab. Voilà, les États-Unis sont méchants, c'est plus notre allié. Autre sondage, toujours je crois que c'est le même sondage, 64% des Français sont en faveur d'un maintien ou d'une accentuation de l'aide à l'Ukraine. Voilà. Les États-Unis sont désavoués et on veut donner plus de notre argent à l'Ukraine. Et on veut faire des efforts. 44% veulent continuer le soutien, 20% veulent accentuer, et les autres sont des soutiens de Poutine. 65% ont une bonne image de Volodymyr Zelensky. On ne sait pas où ils les ont trouvés. Malheureusement, à la fin de cette interview, le sondage Elab ne permettait pas d'affirmer que les Français étaient favorables à un envoi de troupes en Ukraine. Donc on en a fait un autre, on me l'a envoyé, sondage Ipsos diffusé sur LCI, évidemment. Alors eux, ils y sont allés fort. En cas de guerre, les jeunes sont prêts à s'enrôler, 57%. 42% des jeunes Français se disent prêts à mourir au combat. Voilà donc l'avenir de la jeunesse dans l'Europe du 21e siècle, l'Europe pacifiée. C'était bien la peine. Hein. En tout cas, les jeunes sont prêts à s'enrôler, ça fait plaisir. L'Europe continue son soutien, continue à soutenir Zelensky. Dès le lendemain de cette bérésina avec Trump, Zelensky a été accueilli d'ailleurs par des gens... la moitié sont démissionnaires, désavoués, en situation de remplacement. Il y avait Scholz, il y avait Trudeau, il y avait Van der Leyen qui avait été élu par personne. Enfin, la démocratie européenne, quoi. Et toute cette belle famille, ils ont fait une jolie photo pour montrer que Zelensky était toujours soutenu. On va voir que, au-delà de la photo, il s'est quand même pas passé grand-chose. En tout cas, les médias étaient enthousiastes. Il continue à être livré. Donc on peut rester optimiste. Voilà. Si les Européens prennent la relève, la guerre peut continuer pour reconquérir Donbass et Crimée. En plus, complètement malade, le mec. Hein. La Crimée a été annexée au territoire russe. Le Donbass, je crois qu'ils ont un statut particulier, c'est un peu différent. Mais en tout cas, la Crimée, c'est russe. Donc les mecs veulent envoyer des troupes en Russie. Ils savent qu'il y a 5000 têtes nucléaires ou faut leur expliquer? Ils ont perdu les pédales, les types. En fait, c'est marrant parce qu'on revit presque jour pour jour la même séquence que 2024. Déjà, en 2024, Macron nous expliquait avec désinvolture que de toute façon, dans l'année qui vient, je vais devoir envoyer des mecs à Odessa. 21 février 2024, encore une promesse non tenue. On s'y attendait, hein, c'est du Macron, on est au courant. Donc il voulait envoyer des mecs à Odessa, il y avait eu toute une propagande
Il y avait eu toute une propagande où on ne sait pas trop pourquoi. Il s'était levé un matin, Macron, et il avait décidé d'envoyer des troupes au sol. Ça a duré des semaines. Il a d'ailleurs été désavoué par la plupart de ses collègues européens, et même Zelensky avait dit qu'il ne voulait pas de soutien, il ne voulait pas de troupes dans son pays. Vos jeunes ne vont pas venir mourir chez nous, ça ne va pas. Enfin bref, les Américains non plus n'en voulaient pas, c'était du temps de Biden. Donc c'est un peu resté lettre morte, mais il a continué. Interrogé sur la guerre en Ukraine, voilà, quelques jours plus tard, en mars 2024, interrogé sur l'Ukraine et la possible intervention de troupes françaises sur place, Macron a indiqué que la menace est là. Le chef de l'État a ajouté « Il faut être prêt à défendre la République ». Dans le Donbass, ça fait loin quand même, non? Ça nous rappelle un peu là, son intervention qu'il a fait, je ne sais plus quand, hier, ces jours, où il avait fondu un câble. La Russie s'attaque à nos frontières. Il n'a pas bien regardé la géographie, il est un peu au niveau américain là-dessus. Et puis, donc ça c'était 19 mars 2024, 30 mars, Macron affirme que s'il y a des discussions à reprendre avec Poutine qui peuvent servir la paix, je le ferai. Oh tiens, comme c'est bizarre. En fait, tout ça c'était juste du flanc, du discours, pour essayer de faire peur et faire flipper les Russes. Il voulait entraîner tous les couillons d'Européens, peut-être les Américains, etc., pour faire un coup. Et puis ensuite se présenter comme le faiseur de paix en disant « Bon, écoute, je veux bien calmer tout le monde, cher Vladimir, si tu te retires de tous les territoires que tu as envahis. » Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que Poutine ne décroche plus le téléphone pour accueillir ce débile. On se souvient que Macron avait diffusé des discussions, que la diplomatie tend à garder au secret des discussions entre lui et Poutine, et puis on avait ses conseillers qui se foutaient de sa gueule, enfin, c'était n'importe quoi. Donc il veut plus parler à ce gars. Quelque temps plus tard, on est en juin 2024, Macron dénonce l'esprit de capitulard de certains pacifistes, estimant que la France est du côté de la paix, mais que la paix, ce n'est pas la capitulation de celui qui est agressé. Alors là encore, il faut revenir aux origines du conflit, qui sont expliquées dans cette vidéo, et qui permettent de comprendre que la Russie a aussi des raisons d'être agressée, puisqu'une guerre par proxy, c'est une agression. Il voulait justement utiliser l'Ukraine pour aller exploser la Russie, et les accords de Minsk servaient à ça. Je ne sais pas si on le verra après, mais les accords de Minsk servaient à ça. Ça a été reconnu par Hollande et Merkel, qui ont dit qu'ils avaient signé ça, justement pour temporiser le temps de préparer l'Ukraine à la guerre. Parce que le but, c'était de reconquérir le Donbass, qui était une province sécessionniste depuis 2014, de mater complètement la région, et ensuite d'aller exploser les Russes. Et évidemment, la Russie craignait ce qui se passait en Ukraine, et savait très bien qu'à un moment ou à un autre, ça allait leur péter à la gueule sur leur territoire. Donc ils ont pris les devants. Et ceux qui sont agressés dans cette histoire, certes, c'est les Ukrainiens, mais c'est aussi les Russes. Les deux sont agressés, puisque les uns sont utilisés contre les autres, dans une guerre de proxy. Mais si tu n'as pas compris ça, ça tu vois, c'est un niveau de complexité intellectuelle trop important pour la plupart des gens qui considèrent que dans la vie, il y a les méchants et les gentils, il y a les agressés et les agresseurs, et l'idée que l'agresseur puisse être manipulé et être lui aussi effectivement une victime de ses alliés, eh bien, les gens ont du mal à saisir ça. Toujours Macron, 7 juin 2024, ne jamais céder aux intimidations qui ont pour but de nous déstabiliser. Lui qui voulait justement faire pression sur les Russes. Là aussi, c'est un grand moment de propagande. Depuis le premier jour, la méthode de la Russie, c'est d'intimider pour nous neutraliser. C'est d'intimider nos opinions publiques. Intimider pour neutraliser, ça a été la politique des Européens dès le début, avec la politique de sanctions, avec son espèce de sketch « j'envoie des troupes au sol », et puis maintenant avec leurs histoires d'investissement dans la défense. On reprend notre danoise. Elle explique qu'il faut augmenter les dépenses de l'Union européenne pour dissuader l'envahisseur de poursuivre son envahissement. C'est d'intimider nos opinions publiques. Alors voilà, encore une fois, intimider les opinions publiques. On peut reprendre la folle furieuse là, qui nous parlait de Troisième Guerre mondiale. Les Français sont tétanisés. Donc là, c'est pas de l'intimidation d'opinion publique. Je pense que eux passent plus de temps à intimider l'opinion publique et à manipuler les gens et à leur faire peur, avec tout un tas de conneries d'ailleurs, pour leur fourguer des politiques dont ils veulent pas. On utilise le climat, la guerre, machin. Vous allez tous mourir demain si vous nous obéissez pas. Mais ça, c'est pas un problème. Ça, eux, ils ont le droit. Nous tous, pour que nous n'aidions pas l'Ukraine. Si nous avions suivi les intimidations russes depuis le premier jour, nous n'aurions livré à ce jour aucun char de combat, aucun canon,
aucun avion pour ceux qui ont commencé à le faire, aucun missile de longue portée. Et je ne suis pas sûr que l'Ukraine serait dans la situation où elle est aujourd'hui sans. Déjà, ça nous aurait coûté moins cher, hein, et c'est vrai que l'Ukraine aurait été dans une bien meilleure situation si on avait arrêté les conneries dès le début, puisque déjà quand Poutine a lancé son opération spéciale, il n'avait pas l'intention d'envahir définitivement l'Ukraine, en fait, il voulait faire tomber le gouvernement et remplacer le gouvernement par un autre. Il voulait fédéraliser surtout l'Ukraine, transformer ça en république fédérale, pour donner plus d'autonomie aux provinces russophones et russophiles d'ailleurs. Et puis, ils voulaient démilitariser complètement l'Ukraine, virer les Amerlocs et les Européens qui foutaient le bordel dans le pays. Peut-être qu'ils auraient changé la constitution pour interdire que ce pays rentre dans l'OTAN. Ils auraient fait un truc comme ça. Mais ils n'auraient pas envahi le pays. C'est par la suite, vu qu'ils ont empêché Zelensky de négocier plusieurs fois, je pense que je vais faire une vidéo d'ailleurs sur ces affaires-là, c'est par la suite que la Russie a été entre guillemets obligés de poursuivre son intervention. Ils ont donc reculé de certains territoires pour se concentrer sur le Donbass, et là maintenant ils ont une politique d'annexion complète des 5 provinces. Alors qu'au début, ils voulaient juste changer les règles et mettre un petit peu un coup d'arrêt à ce qui se passait en Ukraine, sans s'attaquer aux frontières du pays. Ensuite, ils se sont dit, bon bah le Donbass maintenant vous l'avez perdu, c'est chez nous. Et puis finalement on va en prendre 5 de provinces. Et puis demain, si ça continue, nous on avance, hein. On reculera plus, donc... C'est sûr que sans cela, l'Ukraine ne serait pas dans la situation où elle est aujourd'hui. Mais il n'y a pas de quoi s'en féliciter. Nous avons donc systématiquement eu raison de ne pas céder aux intimidations des propagandistes. Sans commentaire. Alors là, c'est un peu important. Il faut bien écouter la sémantique qu'il utilise. Dans la stratégie qui est la nôtre et dans le cadre que nous nous sommes donné. Aider l'Ukraine à résister, car cette guerre est existentielle pour nous, et ne jamais être, nous, la source d'escalade. Là, il donne des éléments de langage. Et il nous explique que ce mec n'a aucune intelligence stratégique, aucune capacité à prendre la moindre décision. L'Ukraine, il s'en tape. Il vient de le dire. Ce qui importe... Ce qui m'importe, c'est d'être cohérent dans la stratégie qui est la nôtre et dans le cadre que nous nous sommes donné. Ce que je veux, c'est respecter la procédure bureaucratique qu'on s'est fixée à 27 ou dans le cadre de l'OTAN ou je sais pas où. Et là, il déballe des éléments de langage. Aider l'Ukraine à résister, car cette guerre est existentielle pour nous, et ne jamais être, nous, la source d'escalade. Je considère que toutes les décisions prises et les annonces faites sont strictement dans ce cadre. Ce que je fais est légitime parce que ça respecte la procédure et le cadre décidé dans le bordel européen. On se fout de savoir si objectivement ça sert les intérêts de l'Europe, si ça sert les intérêts de l'Ukraine, si ça a une portée concrète sur le terrain, si effectivement la Russie recule, non, on s'en fout. On a respecté la procédure, donc on a bien travaillé. Le mec, c'est un fonctionnaire. Hein. On sait d'où il vient. Et c'est tout. Je suis légitime, je suis la procédure. C'est la Russie qui a intensifié son effort de guerre et ses frappes. C'est la Russie qui, systématiquement, ces dernières semaines, s'attaque aux infrastructures civiles, ce qui, je le rappelle, est un crime de guerre. C'est la Russie qui, maintenant, a décidé de frapper depuis son sol. Ah, c'est quand même con, parce que maintenant que l'Ukraine attaque des infrastructures civiles avec des drones longue distance, c'est aussi un crime de guerre, ou comment on fait? Donc le mec est un guignol complet, ces gens sont en train de détruire l'Ukraine, mais ce sera fait dans le respect de la procédure et des intérêts qu'on s'est fixés dans le cadre de machin, et voilà. Donc tout va bien. Et il n'y a pas besoin de se poser de questions. Et le mec est un pantin, un somnambule de l'histoire, ceux-là même qu'il dénonçait en 2017. Je vous avais déjà montré ça, je crois, dans une autre vidéo. J'avais déterré ce truc dans un meeting à Arras, avril 2017. C'était pendant le second tour où il faisait toute sa campagne sur l'anti-nazisme avec des pèlerinages à Oradour-sur-Glane et compagnie pour mobiliser les castors et se faire élire contre Le Pen. Et donc, il en faisait des caisses sur le risque, le retour de la Seconde Guerre mondiale parce que, évidemment, Le Pen égale Hitler égale Troisième Reich. C'est des associations qui arrivent, qui se passent uniquement dans la tête des boomers, mais apparemment, ça marche. Plus virulent encore, dans cette région qui porte les stigmates des 2 guerres mondiales, au nationalisme, à ce qu'il appelle des discours de haine, des discours qui provoqueraient de nouvelles guerres, dit-il. Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire, la même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons pas à cela, alors ils ne passeront pas, alors moi je n'en veux pas. Alors que toutes celles et ceux qui aujourd'hui
ont décidé d'être les somnambules du 21e siècle. Honte à eux! Les somnambules, Merci ceux à qui vous. n'appellent pas à voter contre Marine Le Pen, se seront reconnus. Les Et alors c'est assez ironique parce que quand même, le conflit actuellement en Ukraine, avec l'implication de l'Europe, commence furieusement à ressembler à cette fameuse guerre, hein, la même, qui en ont fait tomber tant et tant, et vos enfants vont y aller, etc. Parce que c'est quand même l'Europe coalisée qui est en train de s'attaquer à la Russie, tout en étant, entre guillemets, attaquée par les États-Unis. La dernière fois qu'une Europe coalisée s'était retrouvée contre ces deux blocs, ces deux pays, disons qu'on ne s'est pas retrouvé du bon côté de l'histoire, justement. Elle fait mal, hein, cette vidéo, quelques années plus tard. Là. Ça, faut envoyer ça aux boomers. Maintenant, ils sont tout contents de voter Macron et d'aller faire la guerre. Et il se trouve que cette guerre, elle est quand même un petit peu cuite sur pied depuis un petit moment. On a ici 2 articles du Télégraphe, avec des titres un peu différents, hein, dans la tonalité. Poutine en déroute. Poutine devient désespéré. Apparemment, c'est le bordel en Russie, tout s'effondre, c'était fini. Ça, c'était novembre 2022. Quelques mois plus tard, même 1 an plus tard, en octobre, je crois, 2023, j'étais allé vérifier les dates parce que là, ils les ont pas mis. Poutine est proche de la victoire, l'Europe devrait être terrifiée. Le danger est que l'Union européenne fasse face au même destin que le Saint-Empire germanique. Voilà, l'Ukraine est à court de temps. Donc ils étaient optimistes, hein, en 2022, on va faire tomber l'économie russe. D'ailleurs, Poutine n'a pas le soutien de son peuple, il y aura un coup d'État, enfin, ça va être du gâteau, quoi. N'est-ce pas? Et on voyait déjà des réunions qui avaient été organisées par le ministère de l'économie, notre Bruno Le Maire et compagnie, assez tard, hein, en 2023, pour expliquer, enfin pour organiser la suite, pour organiser le démantèlement de l'Ukraine, en gros, en divers marchés, des marchés de reconstruction, des marchés de privatisation. On va mettre la main sur les infrastructures et sur tout ce qui s'ensuit. On va envahir le pays, hein, en gros, ça va être des politiques néocoloniales. Et j'avais fait toute une vidéo sur comment transformer l'Ukraine en usine Afrique, justement, qui relayait ces rencontres qui avaient été faites entre diverses entreprises françaises, européennes, ukrainiennes, organisées sous la houlette de notre cher Bruno Le Maire, avec des gens qui étaient déjà en train de préparer la suite et de se demander comment est-ce qu'on cartographie les dégâts, comment on se partage les marchés, qui finance quoi. Il y en a 2-3, tu sais, un peu plus lucides, qui disaient, bon, en l'état actuel de la situation, on n'est quand même pas très optimiste sur le fait que l'Ukraine, que la guerre en Ukraine soit gagnée rapidement. Bon, bah voilà, 2023, c'était cuit. 2024, on a eu ce spécialiste américain qui expliquait que l'Ukraine a déjà perdu. Je ne vous mets pas son intervention, elle est écrite ici. Je parie que la plupart des Ukrainiens impliqués dans la sécurité nationale et la politique étrangère comprennent que leurs jours sont comptés. Je suis prêt à parier qu'en Occident, la plupart des élites politiques comprennent que l'Ukraine va perdre et que la Russie va gagner, mais ils ne veulent plus l'admettre publiquement. La victoire de la Russie signifie une défaite non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Occident. Ça fait un moment que je vous dis que l'Ukraine, aujourd'hui, c'est plus qu'une guerre d'ego, c'est un concours de bits. Parce que sinon, ça fait un moment qu'on aurait arrêté cette connerie. Donc on cherche désespérément à éviter la paix, mais nous n'y parviendrons pas. En attendant, les morts ukrainiens, les milliards qui disparaissent dans un puits sans fond, la ruine pour les pays européens qui s'acharnent dans cette voie, etc. C'est de la folie pure. Ils ont tenté un coup, ils ont perdu, ils s'acharnent, et le résultat, c'est des centaines de milliers de morts. On a ici la démographie en Ukraine, par tranche d'âge. Il y a un petit trou. La viande a fui le conflit. Donc entre ceux qui sont morts et ceux qui se sont barrés, soit à l'ouest, soit à l'est, bizarrement, les 15-35 ans, il y en a un paquet qui manque à l'appel. Enfin, ça doit être plutôt les 18-35 ans. Donc il faut remplacer la viande et on essaye de proposer de la viande européenne, mais vous savez, c'est quand même pas grand-chose. Tout ça, c'est un peu des illusions et du flan, on aura l'occasion d'en reparler. Donc un paquet de morts pour rien, et ça continue. Et heureusement que Trump est là pour signer la fin de la récré, parce que si ces abrutis d'Américains avaient revoté pour, j'allais dire Biden, mais c'était Kamala qui était complètement cinglée, cette dame, elle était folle. Complètement va-t-en-guerre. Je pense qu'on aurait eu quand même de sacrés problèmes en Europe. Donc heureusement qu'il est là pour signer et siffler la fin de la partie. On se fout de savoir si l'ego de nos couillons d'Européens est froissé ou pas. C'est le moment de compter les points. C'est ça qui se passe en fait actuellement. Et justement, les Européens ne sont pas en très bonne posture pour avoir beaucoup de points. Et plus tu as de points, plus tu peux te présenter à la boutique ukrainienne pour retirer un lot. Et en fonction du nombre de points, eh bien, tu auras plus ou moins d'avantages. Donc les Russes ont plein de points, ils vont avoir du territoire.
Les Américains en ont quelques-uns, donc ils pourront obtenir des ressources. Et puis les couillons d'Européens, ils en ont pas beaucoup, donc eux, ils payeront, c'est tout. Comme d'habitude. Alors après la débâcle Trump-Zelensky, les couillons d'Européens essayent de reprendre la main. Ils prétendent continuer à soutenir l'Ukraine. On va prendre le relais. On ne vous lâchera pas. L'Ukraine doit gagner. Bla 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 bla. Bon. Sauf qu'en fait, sans le matériel et le soutien des Amerlocs, ça va pas aller très loin toute cette histoire. Donc, il y a un moment où le mot trêve a été prononcé. Moi, je croyais que l'Europe était un poids politique, militaire, diplomatique, qu'on était un grand marché de consommateurs, qu'on avait un très gros PIB. Pourquoi une trêve? Pourquoi on sait rien faire sans les Américains? C'est bizarre, ça. Apparemment, le réalisme a quand même toqué à la porte. Et vu qu'ils n'ont pas de thunes, pas de soldats, pas d'armée, pas de matériel convaincant, et pas d'envie d'aller crever en Ukraine, malgré tous les discours, eh bien on commence à utiliser le mot trêve. Je croyais, selon cette dame, première ministre du Danemark, que tout gel du conflit, toute trêve, serait bénéfique à la Russie, qui en profiterait pour recharger ses batteries et prévoir une nouvelle invasion. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on parle de trêve maintenant? Ils sont pro-Poutine? Et alors Macron, avec Strammer, là, ils ont réessayé, une fois de plus, de faire peur aux Russes et de mettre du poids dans la balance ukrainienne en annonçant un envoi de troupes européen. On va faire une force de paix européenne et on va intervenir après le conflit. Ça, c'est toujours très drôle. On va pas aller faire la guerre, mais vous verrez, une fois que la paix sera signée, on sera présent, on sera chez vous. Donc évidemment, ça c'est quelque chose qui est hors de question pour les Russes, mais vous allez voir que la question en fait ne se pose pas. Macron avait annoncé un super plan avec une trêve, avec de l'envoi de troupes après la paix, etc. Et une proposition franco-britannique, sauf que apparemment l'annonce avait déjà fait pchit. Il n'y a pas d'accord sur la proposition de trêve d'1 mois, contrairement à ce qu'indiquait dimanche soir Macron. Il n'y a pas d'accord sur ce à quoi ressemblerait une trêve, mais nous travaillons ensemble avec la France et nos alliés. Donc Macron, en fait, il est venu à la télé, il a menti, il a dit qu'il y avait un accord avec les Britanniques, et puis en fait, non, il n'y a que dalle. Donc il n'y a pas d'accord, machin truc, ils sont en train de réfléchir avec nos alliés européens pour déterminer la voie à suivre pour une paix durable en Ukraine. Donc pas juste une trêve, c'est déjà un changement d'attitude. Plusieurs options sont sur la table, sous réserve de discussions plus approfondies avec les partenaires américains et européens. Mais une trêve d'1 mois ne fait pas l'objet d'un accord, etc. Oh, je croyais que les Européens et les Britanniques et tout ça voulaient s'émanciper des Américains, que Trump était un traître, qu'il avait abandonné l'Ukraine, qu'il fallait s'émanciper maintenant de cette tutelle américaine sur laquelle on ne peut pas compter, que c'était un agent de Poutine. On nous aurait menti. Finalement, maintenant, on doit s'entendre avec le partenaire américain. Macron a indiqué que la France et le Royaume-Uni proposaient une trêve d'1 mois en Ukraine, dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques, mais pas au sol. L'avantage d'une telle trêve, selon le chef de l'État, c'est qu'on sait la mesurer, alors que le front terrestre est immense, l'équivalent de la ligne Paris-Budapest. Donc on protège les envois de céréales, on protège les infrastructures énergétiques, par contre la viande peut continuer à crever sur le front, ça on s'en bat les couilles. Vous continuez à vous battre dans les tranchées. C'est parce que sinon on ne sait pas mesurer, donc voilà. Donc la guerre continue en fait. C'est juste qu'on arrête de casser 2-3 trucs. C'est du Macron. La durée d'1 mois ne semble pas convenir à Londres. L'essentiel c'est qu'on veut une paix durable. Le président Zelensky et les Ukrainiens craignent vraiment qu'une courte pause ne permette simplement aux forces russes de se reconstituer, de se réarmer, de se regrouper et de lancer une nouvelle attaque. Que cette crainte soit légitime ou non, c'est pas la question, mais c'est sûr que si c'est juste une trêve d'1 mois, ça va faire le jeu de la Russie. Parce que les Russes vont effectivement en profiter pour ramener du matériel et ils en ont les moyens, parce qu'ils sont indépendants et souverains sur cette question, contrairement aux Ukrainiens qui sont mis au régime pain sec, puisque si les Américains ne veulent plus leur envoyer du fric et du matériel, la trêve peut toujours durer 10 mois, il n'y aura pas plus de matos au début qu'à la fin. Alors, ils travaillent à un plan pour cesser les combats, blablabla. 15 dirigeants européens, dont Macron et le chancelier Scholz, ont affiché dimanche leur engagement à soutenir Kiev et à se réarmer face à la Russie. C'est 2 choses un petit peu différentes. Ça, c'était la réunion des losers, où les couillons d'Européens étant exclus des discussions entre les États-Unis et la Russie, ils essayent de faire leur petite réunion dans leur coin. C'est un peu le Blue Sky de Twitter, tu vois. C'est le club des losers. Et alors, voilà où ils en sont. Ils ont convenu de la nécessité de tenter de conserver les États-Unis à leur côté. On a envie de rigoler, quoi. Voilà où ils en sont. Ils se sont mis à 15 autour de la table
pour poser les couilles, montrer les muscles, et puisque Trump maintenant est un agent de Poutine, c'est nous qui allons prendre le relais, on est une grande puissance. Ils se mettent à 15 autour de la table. Conclusion, il faudrait quand même demander aux États-Unis de nous soutenir. Ridicule. Et puis, bien sûr, on réitère notre engagement, on va se réarmer. Voilà, des mots, c'est tout. Alors, tout le monde, évidemment, n'est pas d'accord au sein de l'Union européenne. J'aurais pu aussi mettre quelques petits articles sur Orban, qui est complètement opposé à la continuation de la guerre. C'est aussi vrai de Robert Fico, lui aussi est contre la guerre. Enfin bon, bref. Giorgia Meloni a aussi expliqué qu'ils n'enverraient pas de soldats en Ukraine. Donc ça va être compliqué d'obtenir une unanimité pour faire une force européenne de maintien de la paix en Ukraine maintien de la paix en Ukraine après la guerre, puisque de toute façon, ils ne sont pas d'accord entre eux, comme d'habitude, et c'est pour ça que rien ne bouge depuis 3 ans sur l'Europe de la défense, et qu'avant ça, rien n'avait bougé, parce que ça fait un moment qu'on nous bassine avec ça. Hein. Macron, ça fait depuis le 2017 qui mouline sur ce truc-là, et les projets d'Europe de la défense, ça dure depuis 47, je crois. Hein, les premiers, c'était ça. De son côté, la Russie n'accepte pas les options de déploiement de troupes européennes en Ukraine, après la guerre, ou même avant, ou que ce soit. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la Russie explique qu'ils n'ont pas à se positionner puisqu'on leur a rien demandé. La Russie n'envisage aucune possibilité de déployer des forces de maintien de l'ordre européennes en Ukraine, personne n'a interrogé Moscou à ce sujet, et les déclarations des représentants occidentaux ne font qu'attiser le conflit. Nous ne pouvons envisager aucune option. Je ne suis pas au courant de ce que le président français Macron a mentionné à propos du déploiement des forces de maintien de la paix. Il n'a pas joué son rôle d'une manière convaincante à Washington, tandis que le président Trump, lorsque ce sujet a été évoqué lors d'une conférence de presse, a déclaré que la décision de déployer des forces de maintien de la paix n'était possible qu'avec le consentement des deux parties. Apparemment, il s'agissait de nous et de l'Ukraine. Donc personne aussi se demande si l'Ukraine est d'accord pour qu'il y ait des troupes européennes après la guerre. Troupes d'occupation, en fait. Hein. Personne ne nous interroge à l'égard de cela. L'approche imposée par les Européens, notamment par la France ainsi que les Britanniques, vise une fois de plus à attiser davantage le conflit et à réprimer toute tentative visant à le régler. Donc ils veulent négocier la paix. Le problème, c'est que comme ils ne sont pas souverains et que c'est un merdier européen à 27 et qu'il faut faire des réunions pour pouvoir définir une position commune, eh bien, ils partent dans tous les sens, tout ça se fait publiquement, ils disent plein de conneries, et les Russes regardent ça, cette espèce de zoo, où des gens s'inventent une vie, parlent de ce qu'il faudrait faire en public, et puis à la fin, ils disent, mais nous, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles des couillons d'Européens, ils font leur petit cirque dans leur coin, ils s'inventent une vie, on n'est pas au courant. À la fin, c'est nous et l'Ukraine qui allons décider. Puis de toute façon, ce sera aussi sous l'influence de Trump. Mais ça, on y arrive, puisque Zelensky, donc, c'est la semaine Zelensky, après s'être fait chasser de chez Trump, qu'est-ce qu'il a fait ? Et il est allé récolter du soutien chez les couillons d'Européens, il a fait la petite photo, tout ça pour essayer de faire pression sur Trump et essayer de lui faire adoucir les angles, justement, pour que la négociation de paix froisse pas trop l'ego des Européens. Bref, ça n'a pas fonctionné, mais il est allé chercher du vrai soutien. Au-delà des petites déclarations, des messages d'amour, on a envie d'être soutenu par un pays qui compte. Et donc si c'est pas les États-Unis, maintenant l'Ukraine, selon le porte-parole de Zelensky, ils veulent prendre leur distance des États-Unis et se rapprocher de la Chine et renforcer les relations avec Pékin. Amusant, n'est-ce pas ? Il y a Glucksmann qui va finir en PLS à un moment. Imaginez que l'Ukraine demande à la Chine d'intervenir pour négocier la paix avec la Russie. Il devient quoi, Glucksmann ? Il pleure, à mon avis, il déprime. Alors, c'était plus un coup de communication pour dire aux Américains, si vous nous faites trop chier, on peut essayer peut-être de devenir les larbins de la Chine et de donner nos ressources à la Chine on ne sait pas trop quoi avec la Chine, mais voilà, il y a la Chine dans le décor, attention. Et comme Trump déteste les Chinois, et d'ailleurs, si Trump est pressé de faire la paix avec la Russie, c'est justement parce que la Russie est forcée de se rapprocher de l'Asie et de la Chine. Et Zelensky a bien compris qu'en agitant le petit drapeau rouge là, avec les étoiles jaunes, attention, on va voir les Chinois, peut-être que ça aura plus de poids dans les négociations que le soutien de Macron ou des couillons d'Européens. Donc je crois que ce n'est pas aller plus loin. Et Zelensky s'est très vite excusé, a très vite fait un virage pour se rapprocher des Amerlocs. Je crois qu'il s'est même excusé verbalement. Hein. Il me semble que j'avais vu passer la déclaration d'un diplomate américain qui disait qu'il était très content des excuses de Zelensky, on les approuve, c'est super. Et c'est finalement Zelensky qui a mis de l'eau dans son vin. Il veut apaiser la situation avec les Amerlocs, il est prêt à entamer des négociations de paix
avec la Russie. Et puis, alors pour l'instant, il refuse toute concession territoriale. De toute façon, la Crimée, c'est finito. Le Donbass, c'est finito. On verra ce qui se passera dans les discussions, hein. Il a envoyé une petite lettre à Trump. Il est prêt à négocier une trêve avec la Russie, à rentrer dans un processus de négociation pour une paix durable. Voilà, il se dit prêt maintenant, Zelensky, à travailler sous le leadership fort, énergique du président Trump pour obtenir une paix durable. L'accord sur les minerais bientôt signé, le président ukrainien a réaffirmé sa volonté de travailler avec Donald Trump, assurant que des relations normales de partenariat avec l'Amérique sont importantes pour mettre réellement fin à la guerre. Bah alors, je croyais que l'Europe c'était la paix. Et je croyais aussi que Trump était un agent de Poutine qui a trahi l'Ukraine. Et maintenant son président, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de se tourner vers ses Européens qui l'ont toujours soutenu, eh bien il vient voir l'agent de Poutine pour négocier. Tiens. Alors il a dessiné des contours clairs pour cette trêve qui est en fait un premier pas dans les négociations pour ensuite la paix. Libération des prisonniers, interdiction des missiles et des bombes sur les infrastructures, ainsi que des drones longue portée. Donc pour l'instant, il n'y a plus rien sur la garantie de sécurité. Et en échange de ça, le président ukrainien se dit prêt à signer sans condition l'accord sur les minerais réclamé par Trump. Donc Trump a encore gagné. Ah le salaud. Donc il voulait en échange de cet accord sur les minerais des engagements clairs sur la sécurisation du territoire ukrainien après la guerre. C'est passé au panier. Maintenant, il a vu ses exigences à la baisse, libération des prisonniers et interdiction des missiles et des drones. J'imagine que ça s'applique aussi à lui, hein, au passage. Donc est-ce que ce serait pas d'ailleurs entre guillemets un avantage pour la Russie, une petite pièce qui donne à Poutine sans trop le montrer, puisque justement les Ukrainiens ont utilisé des drones et des missiles longue portée, ils ont tiré sur le territoire russe et ils ont ciblé pas mal d'infrastructures énergétiques. Donc Zelensky a mis de l'eau dans son vin et il retourne, coucouche panier, il retourne chez Trump, parce que c'est lui qui a les cartes en main. Trump a coupé le robinet à pognon. Zelensky a besoin du pognon et des armes pour continuer la guerre pour le moment. S'il y a une trêve, il y en aura moins besoin, mais il a toujours besoin du soutien américain. Et surtout du soutien diplomatique. Parce que les Européens, finalement, ils sont complètement divisés, ils n'arrivent pas à s'entendre, et vous allez voir qu'ils sont en train d'instrumentaliser le conflit. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo, justement, sur le fameux plan pour réarmer l'Europe. Pour Zelensky, une paix durable est tout à fait réalisable. Le président Zelensky a estimé mercredi si l'Europe œuvrait ensemble avec les États-Unis, qui ont de leur côté annoncé avoir suspendu le partage de renseignements avec Kiev. Zelensky s'est donc efforcé de contenir les retombées de sa réunion houleuse de vendredi avec la Maison-Blanche, et il a dit qu'il était disposé à négocier. Le chef de l'État ukrainien demande de solides garanties de sécurité de la part de ses alliés occidentaux dans le cadre de potentiels pourparlers, afin de s'assurer que l'armée russe n'envahisse pas à nouveau son pays. Je ne suis pas sûr que ce soit le but des Russes, mais bon, des fois les temps changent, quoi. Donc c'est là tout le problème. Il ne faut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, il ne faut pas qu'il y ait des bases américaines ou européennes de l'OTAN en Ukraine, mais il va falloir quand même rassurer les Ukrainiens qui ne veulent pas signer un traité de paix qui les exposerait ad vitam aeternam à une nouvelle invasion russe. Je ne sais pas comment ils vont démêler ça. Ils se démerdent. Dans ce contexte, Washington, qui s'est fortement rapproché du Kremlin depuis une conversation téléphonique entre Trump et Poutine le 12 février, a gelé son aide militaire, pourtant vitale, à l'Ukraine. Ce gel concerne aussi le partage de renseignements très utiles aux soldats ukrainiens. Nous avons reculé, nous suspendons et passons en revue tous les aspects des relations avec l'Ukraine, a quant à lui déclaré le conseiller à la sécurité nationale. Zelensky, cible de critiques de l'administration américaine, essaye de renouer le dialogue. Nous voulons tous un avenir sûr pour notre peuple, pas un cessez-le-feu provisoire, mais la fin de la guerre une fois pour toutes. Avec nos efforts coordonnés et le leadership des États-Unis, c'est tout à fait réalisable. Tiens, c'est bizarre. Les Européens ne sont plus dans le tableau. Ce message faisait suite à un entretien téléphonique avec le chancelier Olaf Scholz, qui, selon Berlin, a salué la volonté de Zelensky d'entamer des négociations le plus tôt possible. Je croyais qu'il voulait continuer la guerre. Oh, il y a un discours on et off. Il y a ce qu'on dit aux PNJ, aux gens, aux abrutis qui écoutent les médias, et il y a ce qui se passe réellement. Donc l'Ukraine doit continuer la guerre, on doit aller récupérer le Donbass, la Crimée, c'est génial. Et finalement, Scholz lui dit qu'il faut entamer des négociations le plus tôt possible et se rapprocher des États-Unis, qui sont, paraît-il, les agents de Poutine. Faut arriver à suivre, hein.
Mardi, le président ukrainien a proposé une trêve avec la Russie dans les airs et la mer pour entamer des discussions d'une paix durable sous le leadership de Trump. Il s'est aussi dit disposé à signer l'accord sur les ressources. Voilà, une approche globalement positive, mais il y a des nuances selon Dimitri Peskov. La question est la suivante, avec qui s'asseoir à la table des négociations ? Pour l'instant, l'interdiction légale faite au président ukrainien de négocier avec la Russie reste en vigueur. Zelensky avait interdit par décret en octobre 2022 tout pour parler direct avec Vladimir Poutine, une décision que Moscou utilise régulièrement pour accuser l'Ukraine de ne pas vouloir la paix. Le président ukrainien a néanmoins affirmé être prêt à rencontrer son homologue russe, qui répète lui aussi régulièrement être prêt à négocier sous conditions. La Russie réclame de son côté la démilitarisation de l'Ukraine et qu'elle lui cède les territoires dont elle a revendiqué l'annexion, ce que Kiev juge inacceptable. Donc là aussi, l'Ukraine va devoir avaler son chapeau, parce que personne ne veut aller crever pour reconquérir les provinces du Donbass, donc ça va rester du territoire russe, à moins que quelqu'un ait envie d'y aller, prendre son petit pactage dont je vous regarde, parce que c'est la seule solution. Et il n'y a aucun levier de négociation contre Poutine. Ils ont utilisé leurs sanctions à la con, ça n'a pas marché. Ils ont armé l'Ukraine jusqu'aux dents, ça n'a pas marché. Ils menacent d'envoyer des troupes, ça ne fait peur à personne. Il faut y aller, en fait. Il faut y aller, il faut envoyer l'armée et reconquérir les provinces. Qui veut y aller ? Personne ? Bon, ça va rester russe, c'est tout. C'est la réalité. Face au désengagement américain, les Européens tentent de réagir. Le mot le plus important est ici. Ils tentent. L'Ukraine a déclaré mardi discuter avec eux pour remplacer l'aide américaine, tandis que l'UE a dévoilé un plan pour réarmer l'Europe. Ils ont déjà tourné la page. Ils en sont déjà à essayer de faire le grand saut fédéral en nous endettant toujours plus. Mais voilà, c'est tenter et puis discussion. On va essayer de faire des trucs, mais on va en discuter. C'est tout. C'est l'Europe, comme d'habitude. Sur tous les sujets, tout le temps, partout, ce n'est que ça. Et puis on va endetter les Européens. Malgré l'importante activité diplomatique autour de potentielles négociations, rien ne s'est concrétisé pour l'heure. Les couillons d'Européens ne servent donc à rien. Voilà où on en est. Donc ces gens continuent les gesticulations, mais quand il s'agit de parler sérieusement, on va voir les Américains. Donc je pense que Zelensky, lors de cette fameuse discussion, il était encore à sortir le laïus, donc les éléments de langage occidentaux sur la guerre en Ukraine. Poutine est méchant, il a envahi sans raison, il faut reconquérir toutes les provinces, etc. Et là, il a découvert en fait que tout ça c'était des conneries, et que les gens qui le soutiennent, les Européens, tout ça, à part discuter, faire des grands discours, ils s'en battent les couilles. Et à la fin, ils lui ont dit, écoute, tu retournes voir Trump et puis tu t'arranges avec lui, parce que le temps qu'on se mette d'accord pour remplacer son aide financière et militaire, en fait, vous serez tous morts. Donc tu vas t'arranger avec Trump, puisque nous, on n'arrive pas à se mettre d'accord. On a beau tenter et discuter, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a rien de concret. S'il y a de l'activité diplomatique, on brasse de l'air, mais il ne se passe rien. Donc on verra dans une autre vidéo ce que font les couillons d'Européens et comment ils instrumentalisent le conflit pour leurs intérêts personnels et à quel point ils en ont rien à foutre de l'Ukraine. On a vu déjà le double discours. Trump est méchant, c'est l'agent de Poutine, l'Ukraine doit gagner. Et dans la coulisse, tu vas aller négocier avec Trump et tu te démerdes maintenant. Et comme personne ne viendra soutenir l'Ukraine pour reconquérir les provinces, les territoires, ils sont perdus. Faut pas rêver. Alors après, il y aura peut-être des détails sur les garanties de sécurité. On essayera un peu de gérer les égos des uns et des autres. Mais Poutine s'en bat les couilles, lui. Il est en position de force sur tous les fronts. Les sanctions ont foiré, tout a foiré. On en reparlera dans la vidéo prochaine, justement, sur la manière dont les couillons d'Européens sont eux aussi en train à la fois d'abandonner l'Ukraine et de s'en servir comme d'un marchepied pour leurs intérêts et leurs politiques. Ce sera la suite au prochain épisode. En tout cas, vous pouvez revoir cette formidable playlist qui a toujours très bon goût, 3 ans plus tard. Là, justement, la vidéo était un peu ressortie sur YouTube et il y a plein de commentaires de gens qui sont très satisfaits d'être au courant de ce qui se passe. Et puis, vraiment, je vous invite à aller voir le suicide organisé de l'Union européenne. À voir et à revoir. Je vous remercie d'être passé. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a du nouveau sur la boutique, puisque j'ai complètement réorganisé la boutique. Donc j'ai réduit le nombre de catégories et puis j'ai un petit peu mieux rangé le bazar, comme ça c'est beaucoup plus lisible. Et puis comme d'habitude, vous avez l'onglet nouveautés, avec les nouveautés. Et puis l'onglet nos artisans qui vous permet d'aller directement chez votre artisan préféré. Ça permet de centraliser les produits qui sont parfois un peu répartis dans certaines catégories. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci à tous d'être passés.
Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez me soutenir sur Twitch, sur Zone Artisanale. Et puis à très bientôt pour toujours plus de singerie avec nos chers gestionnaires de l'année. On n'est jamais déçus. Bonne soirée!